Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Fast Culture. Aujourd'hui, nous allons parler de peinture. Parcourons l'art nouveau entre l'or, l'amour, le nu et les symboles. Plongeons dans une œuvre d'obsession d'un peintre autrichien de la sécession viennoise, Gustav Klimt. Avant de parler de son œuvre, plongeons-nous d'abord dans les courants auxquels il appartient. On dit de Klimt qu'il est un précurseur de l'art nouveau, un représentant du symbolisme et l'un des participants de la sécession viennoise. Autrement dit, il se retrouve au milieu du foutoir artistique européen de la fin du XIXe. Bref, on s'y perd, et sans avoir fait d'histoire de l'art, on ne comprend pas forcément à quoi tous ces jolis mots correspondent. Commençons par l'art nouveau. C'est un courant artistique global de la fin du XIXe siècle, début du XXe. Il se crée en réaction à la dérive industrielle. L'idée est de rompre avec le décor d'usine de la ville. Ainsi, on se concentre sur les courbes, les couleurs et des figures de la campagne, ou du moins de la vie. Un art qui se veut sensible, organique, et qui a deux thèmes principaux, la nature et la femme. On lui doit entre autres les bouches de métro parisiennes d'Hector Guimard et la Casa Batlló de Gaudi. Bien, maintenant que vous situez à peu près l'art nouveau, parlons du symbolisme. Comme son nom l'indique, c'est un courant qui se repose sur des symboles. Oui, merci, mais lesquels? À vrai dire, il n'y a rien de précisément défini. On ne peut pas proprement parler de style symboliste. Dans l'idée, c'est un ensemble de thèmes, un imaginaire commun et des références qui lient les artistes entre eux. On rejette le naturalisme et le positivisme pour embrasser la mythologie et le sacré, la spiritualité et l'occultisme. Je sais, ça reste flou, mais les historiens de l'art ne sont pas des juristes. Bien, pour finir le petit point sur les courants artistiques, nous allons nous intéresser à la sécession de Vienne. Là non plus, ce n'est pas vraiment un courant artistique, mais plutôt une crise artistique. En fait, les jeunes artistes d'Autriche de la fin du XIXe ont décidé de se séparer du conformisme qui régnait à l'époque. Il s'agit d'une organisation établie avec pour but d'échanger les idées artistiques à l'international, de lutter contre le nationalisme ambiant et d'opposer au conformisme une nouvelle forme d'art. Et devinez qui a été le président de cette organisation? Klimt, évidemment. Cependant, on peut se demander ce qui a fait de lui le peintre qu'il est devenu. D'autant plus quand on sait qu'il s'est conformé à l'académisme jusqu'en 1890, se forgeant alors une réputation solide, notamment pour ses portraits. La réponse est simple, il reçoit ses premières commandes personnelles. Plus besoin alors de rester dans les clous. Il s'inspire pour elles des estampes japonaises, mais aussi de l'impressionnisme et du symbolisme français. Bref, il est enfin libre et il en profite. Enfin, assez parlé de courants artistiques obscurs et de prise de liberté soudaine, parlons des œuvres marquantes de Klimt, ou du moins de ceux qui le distinguent, bref, de ceux qui fait son art. Enfonçons-nous alors dans les parois dorées de l'énigme Klimt, dans un univers onirique où la mort n'est jamais loin de l'amour, et où l'extase mystique côtoie une jouissance triviale. Par souci d'honnêteté, je dois vous annoncer que vous ne comprendrez pas mieux Klimt après ce podcast, car nous allons seulement parcourir avec délice ce qui fait la beauté, ou du moins l'intérêt esthétique, de son œuvre. Nous n'aurons en effet pas le temps de nous plonger dans les détails du mystère que constituent les tableaux de ce peintre. Au commencement, il y a l'or. Avant même les femmes et les symboles, Klimt marque par l'emploi quasi constant de l'or. Il est partout. Dans les paysages et les portraits, il vient illuminer les tableaux les plus sombres, les idées les plus macabres. Une présence illustrée dans une exposition aux Carrières de Lumière qui a eu lieu entre 2014 et 2015. Klimt et Vienne, un siècle d'or et de couleurs. Il y a aussi l'amour, et surtout celui des femmes, un amour sensuel et des femmes souvent dévêtues. Un érotisme qui n'a pas manqué de défrayer la chronique à l'époque et qui aujourd'hui frappe encore l'esprit lorsqu'on évoque le peintre. Je pense ici à des tableaux comme Judith et Holoferne, ou encore Danaé, représentant le mythe dans lequel Danaé, enfermé dans une tour par son père auquel l'oracle a prédit qu'il serait tué par son petit-fils, est rejoint par Zeus sous forme de pluie d'or. Évidemment, on connaît tous la suite de l'histoire lorsque Zeus s'en mêle. Une transition toute trouvée pour vous parler des symboles. Ici, l'œuvre entière est la reconstruction d'une scène mythologique,
un thème récurrent chez les symbolistes et surtout chez Klimt. En fait, il utilise la mythologie antique pour mettre en scène essentiellement des femmes, qu'elles soient lascives comme dans Danae, ou fatales avec les Gorgones ou Pallas Athéna, mais encore artistes avec Sappho. Chez Klimt, les femmes sont divinisées, drapées seulement d'or et rarement d'habits. Mais pour apprécier la beauté des œuvres de Klimt, rien ne vaut d'aller les voir, sur internet ou dans les musées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Fast Culture.